Alors bonjour, reprenons notre cours pour cette quatrième séance, qui est la deuxième à diffuser en live. Alors on est resté la dernière séance sur la classification, ou bien l'opposition du droit public au droit privé. On va essayer de parler de cette opposition, qu'on a dit que c'est un choix doctrinal, c'est pas juridique, donc droit public au droit privé. Mais ce choix-là a bel et bien des sous-bassements, des origines, une philosophie derrière. Et après, on va voir aussi l'opposition droit interne et droit international, en essayant aussi d'apporter une sorte de comparaison, d'analyse critique du raison d'être de cette distinction, ou bien du bien fondé de cette opposition. Alors, on a dit que le droit, c'est l'ensemble des règles de conduite sociale. On a dit qu'une règle, c'est un instrument juridique pour l'établissement et le maintien d'un ordre social. On a essayé de comparer avec la règle en droit dans la charia. Donc, et on a conclu que cet ensemble nécessite ou bien susceptible d'une classification donnée. D'accord ? Alors, cette classification, communément connue, c'est le droit public et le droit privé, est faite selon plusieurs critères. D'abord, un critère subjectif, donc en se référant à la personne sur laquelle on va appliquer la règle. S'il s'agit de personnes de droit public, donc, ou bien de personnes publiques, donc il s'agit de règles de droit public. S'il s'agit de personnes privées, ça veut dire des personnes, que ce soit physiques ou morales, donc on parviendra par la suite à faire la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, ça va être un droit privé. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par les personnes du droit public ? C'est un ensemble d'institutions qui ont pour mission de gérer, d'établir l'ordre et dans l'intérêt général. Et là, on est dans le deuxième critère de classification, ou bien de distinction publique ou privée, c'est la finalité. D'accord ? Alors, on fait la distinction droit public, droit privé, selon le sujet de droit. Si le sujet est une personne publique, donc on est dans le droit public. Si le sujet de droit est une personne privée, on est dans le droit privé. Ça, c'est généralement. Donc, mais on va voir qu'il y a des interférences et qu'il y a des exceptions. Le deuxième critère, c'est la finalité. Alors, communément, on a que le droit privé a pour mission, a pour intérêt, donc a pour but, a pour finalité. Et on rappelle qu'on a dit que la règle de droit a une finalité sociale, c'est ce qui la distingue et la caractérise. Alors, si on a une finalité de la protection de l'intérêt privé, on est dans des règles de droit privé. Et si on a, à travers la branche de droit, une finalité de la protection de l'intérêt public, donc c'est une branche du droit public. D'accord ? Un autre critère pour ressurgir, c'est qui est un corollaire, qui est plutôt une conséquence que élément à l'origine de la distinction, c'est les tribunaux de compétence. Donc, normalement, les litiges, bien les conflits afférents au droit public sont traduits devant les tribunaux administratifs, alors que les litiges de droit privé sont traduits devant les tribunaux de droit commun. D'accord ? Alors, c'est en général certains critères de distinction. Alors, cette distinction, elle n'est pas universelle, parce qu'il y a d'autres régimes juridiques, et on est là dans la deuxième étape de l'apprentissage, donc selon notre contrat pédagogique. Donc, on a une information, il faut la comprendre. Après, il faut comparer, pour qu'on puisse critiquer du bien fondé de cette information. Alors, cette distinction, ou bien opposition publique-privée, elle n'est pas universelle, parce qu'il y a des systèmes juridiques où on ne trouve pas cette distinction. Donc, où le droit est une unité, il est unifié, et il n'y a pas lieu de distinguer entre privé et public. Donc, pour comprendre, et là, je me réfère au droit anglo-saxon, en l'occurrence en Grande-Bretagne et aux États-Unis,
donc on n'a pas de distinction public-privé. Bon, récemment, on a tendance à être influencé à adopter certaines spécificités pour le droit administratif, mais généralement, dans le common law, donc c'est le common law en Grande-Bretagne, on n'a pas ces distinctions entre public et privé. Pour comprendre le pourquoi de ces distinctions, il faut remonter un peu dans l'histoire, en droit latin, donc, dans la cité de Rome, donc en droit romain. C'est là où a surgi les premiers prémices de la distinction. Et si vous vous rappelez l'adage qu'on connaît tous, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On peut prétendre que c'est de là où a commencé la distinction entre deux domaines. Un domaine qui est des intérêts privés et un autre domaine spirituel. Donc une distinction, une dualité que on peut trouver aussi dans le droit musulman, s'il y a lieu d'accepter l'appellation droit musulman, même si je la refuse, c'est plutôt la charia, pour ne pas être dans la confusion entre la notion de la charia et la notion de l'idée de droit dans ses fondements philosophiques. Alors on a dit même dans la charia, on a une distinction entre fiqh mu'amalat, le fiqh des actes, des contrats, et fiqh al-ibadat, donc tout ce qui gère fiqh donc le domaine spirituel. Alors tout ce qui gère les relations entre les hommes, c'est un ensemble qui a des règles, et tout ce qui gère la relation spirituelle ou bien la relation avec Dieu, donc c'est un autre domaine. Après, dans la cité Rome, on a distingué entre le domaine public et le domaine privé. Et le citoyen, donc, et c'est déjà de la cité de Rome qu'on a l'appellation citoyen et citoyenneté, c'est donc l'origine de cette nomenclature. On a toujours prévu à l'individu un espace privé qui est protégé par rapport à l'espace ou bien donc au public. Donc ce qu'on ne peut pas trouver dans la culture anglo-saxonne et dans le common law. S'il vous plaît, veuillez fermer la porte. Ça fait un peu d'écho. Merci. Alors, je reviens à dire, oui, fermez la porte. Que ces distinctions, ou bien le droit en général, il reflète toute une civilisation. C'est... Oui ? Merci. Alors, c'est une histoire, c'est une civilisation qui va donner des règles. Donc il y a même un adage qui dit, dis-moi ton droit, je te dirai qui tu es. Parce qu'à travers les règles qu'on applique, on peut comprendre quelle est l'idéologie, quelle est la civilisation, quelle est la culture de laquelle vous émanez. Alors là, dans la culture anglo-saxonne, on a dit qu'il n'y a pas cette distinction vraiment entre public et privé, et qu'on ne sacralise pas en quelque sorte la vie privée pour lui déterminer des règles différentes par rapport à ce qui est public. On peut voir les soubassements ou bien les manifestations de cela même sur le champ politique. Alors, si vous vous rappelez aux États-Unis, donc l'affaire Monica Lewinsky de Bill Clinton, donc tout le monde en parle, puisqu'on ne fait pas de distinction entre vie privée et vie politique. Alors que en France, donc si vous vous rappelez, au Maroc, il y avait un ambassadeur qui a amené son soi-disant copain, donc il était homo, et rien ne dérange. Là, on parlait récemment de la femme de François Hollande, et ça n'influence pas, ça n'impacte pas vraisemblablement la vie politique, parce qu'on reconnaît à l'individu dans cette culture une certaine protection de sa vie privée. Alors qu'en Grande-Bretagne, on se permet
de prendre des photos de la famille royale ou autre chose. Alors ce sont deux cultures différentes qui ont donné, dont l'une a donné naissance à ces distinctions sphère publique, sphère privée. Alors le droit public, donc pour revenir à la distinction, après avoir vu un peu les origines de ces distinctions, c'est le droit ou bien l'ensemble des règles, pour rester dans notre définition, qui organise et établit les compétences et les attributions des institutions publiques. Alors que le droit privé, c'est l'ensemble des règles qui organisent la vie privée. Donc l'un a pour finalité l'intérêt général, l'autre a pour finalité l'intérêt privé. D'accord? Alors après, on essaiera de voir quelles sont les branches du droit public et quelles sont les branches de droit privé. Alors en droit public, on a généralement plusieurs branches et au fur et à mesure de l'évolution, on a besoin donc de plus de précision et chaque jour, on a un nouveau droit qui surgit, qui se caractérise, qui se spécialise. Bon, en privé, on peut parler de droit de la consommation, après le droit des nouvelles technologies de l'information. Donc l'évolution impose une spécificité donnée et on fait naître de nouvelles branches. Alors en droit public, on a principalement le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques et le droit des libertés publiques. Alors le droit constitutionnel, c'est l'ensemble des règles qui régissent les institutions étatiques, l'établissement des pouvoirs, quelles sont les différentes institutions et comment elles exercent le pouvoir. Alors, le texte fondateur, c'est la Constitution. Donc, vous en avez pas, donc vous avez entendu parler sûrement de la Constitution. Donc, le Maroc a connu une réforme récente, récente à l'échelle des réformes constitutionnelles, en 2011, après le printemps arabe, les manifestations et tout. Et dans cette Constitution, on peut comprendre, rien que en lisant les titres de la Constitution, on peut comprendre quelles sont les principales matières du droit constitutionnel. Alors d'abord, elle détermine la nature du régime politique, donc en disposant que le Maroc est une monarchie constitutionnelle, parlementaire et sociale. Donc là, on est en train d'établir qu'est-ce que c'est que le régime politique. Donc pour comprendre, il faut comparer. Au Maroc, on a une monarchie. En France, donc c'est une république. Il y a des régimes présidentiels, des régimes semi-présidentiels. Il y a des monarchies, donc comme le Maroc constitutionnel. Il y a des monarchies parlementaires. Le Maroc a choisi son propre modèle. Et je rappelle là le discours royal qui dit, où le roi dit que le Maroc est ferme quant au choix de son modèle propre. Donc, alors là, c'est un débat, c'était toujours un débat. Les politologues ne cessent et ne cesseront d'étudier le régime politique marocain à la lumière des règles de la démocratie, des règles générales des régimes politiques. Et on trouve beaucoup de littérature qui critique un peu le régime marocain, qui n'a pas d'identité, selon certains avis, alors que je prétends, je pense que le Maroc cherchait toujours, depuis l'indépendance, à construire son propre modèle. Alors si on veut revenir un peu en histoire pour qu'on puisse suivre, alors l'État moderne a été caractérisé par un ensemble de données. Donc, la construction de pouvoir après la théorie fameuse de Montesquieu, donc qui n'est pas le seul à l'avoir dit, c'est la théorie de séparation de pouvoir. Donc, pour outrepasser le régime totalitaire, que ce soit aristocratique ou bien théologique ou autre, il faut une séparation des pouvoirs. Et parce qu'à chaque fois qu'il y a concentration de pouvoir, il y a tendance à une dictature, à un despotisme. Donc, il faut répartir les pouvoirs. Celui qui fait la règle, donc, ne doit pas s'immiscer dans les affaires de l'exécution. Donc,
et celui qui exécute ne peut pas être lui-même le juge, on ne peut pas être juge et partie. Donc, on a conclu à cette idée que pour maintenir un équilibre, il faut répartir, il faut séparer les pouvoirs, et que ce soit entre plusieurs mains. D'accord? Ça, c'est l'idée en simplicité. Donc, sa version française, c'est une trilogie de pouvoirs. Donc, un pouvoir législatif qui décide de la norme, de la règle, et un pouvoir exécutif qui va l'appliquer, qui va la mettre en œuvre, et un pouvoir juridictionnel indépendant qui va trancher les litiges. Et il faut qu'il y ait une interdépendance entre ces trois pouvoirs pour maintenir un certain équilibre. Chacun contrôle l'autre. Le Parlement est contre le gouvernement a le pouvoir d'exécution, le juge il contrôle l'application du gouvernement donc, et des citoyens de la règle de droit. Donc c'est pourquoi on est dans un régime de juridiction, d'application de droit et non pas de création de droit, à l'opposé du système de régime coutumier ou bien de common law comme c'est le cas en Grande-Bretagne, où le juge a une possibilité, donc à plus de liberté quant à la création de la règle. Donc non, là on dit la nation est souveraine, c'est elle qui crée la règle à travers ses représentants, le Parlement. Et le juge, il veille à l'application de la règle. Alors, on a une séparation de pouvoir. Et c'est devenu un postulat de base. Et on ne peut prétendre qu'il y a un régime démocratique s'il n'y a pas cette séparation de pouvoir. Alors le Maroc, après l'indépendance, a été influencé par ce régime-là, puisqu'on a été colonisé par des Français, donc qui ont influencé notre droit. Bon, jusqu'à présent, on est régi par le DOC, le Daher des obligations et des contrats, qui date de 1913, c'est-à-dire la première année après la mise sous tutelle du Maroc. Bon, après l'indépendance, la culture marocaine, aussi bien sociale que politique, ne rimait pas avec cette tendance de séparation rigide des pouvoirs. Il y avait une première constitution en 62, qui, on suppose, plus démocratique, mais sur la réalité des choses, il y avait un conflit d'idéologie. J'aimerais pas parler de personnes, parce que c'est un peu, ce n'est pas profond de parler de conflit entre Hassan II ou donc le Istiqlal Ben Barka ou autre. Non, c'était une confrontation plus profonde entre deux conceptions différentes, entre deux idéologies différentes. Est-ce qu'on veut un parti unique qui va gouverner comme le modèle des nationalistes, Qawmiya, comme c'est apparu en Égypte ou autre? Donc c'était une revendication de certains militants du parti de l'Istiqlal. Est-ce qu'on veut une séparation démocratique régie des pouvoirs à la française, ou bien est-ce qu'on choisit un régime monarchique d'une monarchie exécutive? D'accord? Alors, oui, prenez place s'il vous plaît. Alors, donc c'était deux écoles différentes. Dans notre psychologie sociale, si on veut aller plus loin dans la réflexion, on était toujours gouverné par le droit musulman, où on croyait à une unicité de droit qui est une conséquence directe de l'unicité divine. Donc ce n'était pas seulement les dizaines d'années de colonisation qui vont changer la mentalité et la psychologie donc, sociale des Marocains. Donc il y avait un courant donc, qui était piloté, soi-disant, par la monarchie, à cette conservation du modèle d'unicité du pouvoir. Et on n'a pas très vite reconnu la séparation entre les pouvoirs au Maroc, sur le plan constitutionnel. Donc, et on peut voir même les soubassements
de cette unicité, même dans la Constitution 2011, puisque on a toujours une monarchie exécutive qui intervienne aussi bien dans le domaine législatif, exécutif que juridictionnel. Donc, le roi est le chef du Conseil de la magistrature, il inaugure les séances de l'ouverture du Parlement et il est le président du Conseil des ministres. Bon. Alors, la théorie de Montesquieu, donc il faut qu'il y ait plusieurs pouvoirs et parce que le pouvoir contredit le pouvoir et on peut parvenir à un équilibre. Les Français ont influencé cette théorie parce que, en lisant l'Esprit des lois, vous retenez le titre de l'œuvre de Montesquieu, l'Esprit des lois, il a parlé de séparation des pouvoirs, pas obligatoirement trilogie. Mais dans la version française, on a conclu à 3 pouvoirs. Alors, est-ce que, ça c'est une réflexion, est-ce que cela ne rimait pas? Est-ce qu'on n'était pas influencé un peu par notre culture, par leur culture chrétienne? Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour résumer les pouvoirs en 3. Et le blason de la République, c'est aussi une trilogie. Donc, liberté, égalité, fraternité. Alors que chez nous, c'est une religion monothéiste et on a toujours tendance à voir le pouvoir unifié comme étant un ensemble unique. Donc, on a une monarchie et vous pouvez comparer avec les autres pays arabes. Pourquoi la séparation des pouvoirs, le partage des pouvoirs ne réussit pas dans certaines civilisations d'origine musulmane? On a toujours tendance à suivre le chef unique, le leader charismatique, ou bien à adopter une sorte d'unification, bien d'unité de pouvoir. Bon, cela a été le cas au Maroc. Donc, avec Hassan II, c'était une confrontation sur le plan de plusieurs idéologies. Donc, revenir au droit musulman, purement et simplement, et il y avait un essai de recodifier, de réécrire fiqh al-maliki, donc le fiqh malikite, comme base. Une autre tendance de continuer vers le chemin de la modernité, et là encore on a 2 choix, un choix socialiste et un choix libéral, parce qu'on va suivre le modèle de l'ex-URSS avec son idéologie marxiste, ou bien on choisit le chemin de libéralisme, du multipartisme. Alors, ces idées-là se sont confrontées et ont donné plusieurs conflits politiques. Donc, il y avait une première constitution, on a formé un premier gouvernement, même avant la constitution de Bekay, mais après, pour la mise en œuvre, pour l'exécution, il y avait une sorte de blocage institutionnel. Donc c'est l'histoire du Maroc, il faut en connaître. Il y avait un blocage institutionnel puisque la tendance du gouvernement, l'idéologie qui l'animait, ne rimait pas avec la majorité parlementaire qui existait. Donc, suite à ce blocage-là, donc le roi, selon ses attributions, ses prérogatives constitutionnelles, a déclaré ce qu'on appelle l'état d'exception. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il a dissous le Parlement et il a repris tous les pouvoirs entre les mains depuis 65 jusqu'à 70. Donc, il y avait le premier attentat. Donc, on a pensé à revenir à la vie constitutionnelle avec une constitution qui n'était pas acceptée par l'opposition. Il y avait encore une deuxième constitution en 72. Donc, au lendemain du coup d'état des avions de chasse, parce que là, donc, ce n'était plus une confrontation entre idéologies, donc c'était plutôt une conquête du pouvoir. Donc c'était entre l'idée du libéralisme, du multipartisme contre l'idée du conservatisme ou bien du socialisme. Donc après, on est
venus à une conquête, ce sont des militaires qui veulent reprendre le pouvoir. Donc la décision était de revenir à la vie politique à travers la Constitution de 72 pour apaiser les tensions. Il y avait l'intelligence ou bien la coïncidence ou bien voilà, donc ce sont des faits de la marche verte 75 qui a garanti une certaine fédération, union, conciliation entre les différents partis politiques pour reprendre. Jusqu'à 82, on a fait une réforme. Après la chute du mur de Berlin, donc c'est le monde qui change. Et là, on reviendrait à le signaler en faisant l'opposition entre droit international et droit interne. Il n'y a pas vraiment cette spécificité du droit interne et il est désormais décidé à la lumière de ce qui se passe à l'international. C'était toujours le cas. Alors, la chute du mur de Berlin qui déclarait la fin de la guerre froide. Donc, et là, on est dans le modèle unique. Et c'était clair que le monde allait vers l'approche américaine, vers le libéralisme à l'américaine, donc, et le début de la mondialisation. Alors, on a anticipé au Maroc au niveau institutionnel et au niveau constitutionnel, en adoptant une réforme en 1992, d'une première constitution qui a été critiquée et refusée. Et après, en 1994, le Maroc a abrité la fin du cycle du GATT, General Agreement of Trade and Tariffs, donc pour déclarer la création de l'OMC, donc l'accord, donc l'Organisation mondiale du commerce, donc pour le démantèlement des frontières douanières et la libre circulation des produits et services. Donc, qu'est-ce que là a à voir avec la Constitution? Mais il en a à voir, non pas avec la Constitution, mais avec le droit, avec la structure de l'État en général. Alors, le Maroc a compris que c'est une nouvelle ère où il faut une unité nationale, une modernisation du droit pour répondre aux exigences internationales. Donc, c'est le Maroc qui a abrité l'OMC. C'était à Marrakech, en 1994. Directement après, on a commencé une grande vague de réformes du droit marocain. À commencer par la Constitution, par le droit commercial, par les institutions aussi, la création des tribunaux commerciaux, la réforme des droits des sociétés, plusieurs réformes. Donc c'était la Constitution donc, de 96, où il y avait le gouvernement de coalition, donc une certaine entente avec l'opposition et la classe politique, pour nommer le premier gouvernement de Yousfi, si vous vous rappelez. Je ne sais pas si je suis encore jeune. Alors, et on a commencé donc une nouvelle ère. Et jusqu'à cette époque-là, toujours dans les constitutions et cette réforme, on ne déclarait pas solennellement qu'il y a des pouvoirs. Jusqu'à la version 96 de la Constitution, on parlait du Parlement et du gouvernement. Et on ne le nommait pas en tant que pouvoir exécutif et pouvoir législatif parce qu'on conservait toujours cette notion, cette idée, cette tendance vers une unicité du pouvoir. On a un seul pouvoir qui est unifié, donc, qui va chercher la notion de l'intérêt de la nation, et on a une répartition des attributions. La Constitution 2011, elle a bel et bien spécifié pouvoir législatif, pouvoir exécutif et juridictionnel. Mais en parallèle avec ces pouvoirs-là, on n'est pas dans la trilogie, on est dans la pluralité. Parce qu'il y a la monarchie fédératrice, il y a les trois pouvoirs et on a ajouté encore d'autres titres, donc on en a parlé, donc des institutions de bonne gouvernance, donc, et aussi des institutions de régulation, des conseils nationaux des droits de l'homme, la HACA par exemple, le conseil de la concurrence, qui sont des institutions étatiques, qui sont à même pied d'égalité, ce sont des institutions constitutionnelles à même pied d'égalité. Bon, il y a certaines interdépendances avec les autres pouvoirs. Donc on est encore loin d'adopter à la lettre le modèle français de trilogie de pouvoir.
on a toujours cet esprit de tendance vers l'unicité. D'accord? Alors, cela dit, alors le droit constitutionnel, c'est l'ensemble des règles qui réglementent cette répartition des pouvoirs et la relation entre les différents pouvoirs. Et dans les titres de la Constitution 2011, je vous invite vivement à lire la Constitution, parce que c'est un texte très important. Tout Marocain doit connaître la Constitution du Maroc. Il y a un préambule, il y a un titre sur les libertés fondamentales, et après on parle de la royauté comme institution, et après on parle des autres pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, juridictionnel, et donc les instances de bonne gouvernance, donc de gouvernance sociale et économique. D'accord? Alors, comment on réglemente ces institutions? Comment est formé le Parlement? Comment est formé le gouvernement? Quelle est la relation entre le Parlement et le gouvernement? Qui peut dissoudre le Parlement? Qui peut demander la censure du gouvernement? Quelle est la relation avec les juridictions? Bon, l'ensemble de ces règles, c'est le droit constitutionnel. Et comme on a dit dans cette trilogie de réflexion, il y a des règles, des institutions et des juridictions. On a des règles de droit constitutionnel et on a des institutions constitutionnelles et on a la Cour constitutionnelle qui est la juridiction qui va décider de tous les litiges relatifs à l'application de ces règles. Auparavant, c'était une chambre au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Donc maintenant, c'est une cour indépendante. C'est la Cour constitutionnelle. Et on a remplacé le Conseil supérieur par la Cour de cassation. D'accord? Bon. Donc notre régime, comme déclaré dans la Constitution, de monarchie constitutionnelle, et on y ajoute parlementaire, bon, même si il y a une grande différence entre la monarchie constitutionnelle et la monarchie parlementaire. Bon, si vous comparez avec l'Espagne, on parle d'une monarchie parlementaire parce que la monarchie, donc c'est le Parlement qui décide et la monarchie doit suivre les décisions du Parlement comme étant le porte-parole unique de la nation. D'accord? Donc c'est lui qui représente la nation. Au Maroc, non, ce n'est pas le cas. Donc la monarchie, donc le roi est le représentant suprême de la nation, et aussi le Parlement, aussi il représente donc la nation. C'est une monarchie constitutionnelle. Et le roi est gouverné par les règles de la Constitution, et non pas soumis aux décisions et aux lois parlementaires. D'accord? Bon, juste pour simplifier donc, les différences. Bon, régime monarchique, il y a d'autres régimes où il n'y a pas de roi, des régimes présidentiels, semi-présidentiels ou autres. Si vous suivez l'actualité et le référendum en Turquie pour changer la constitution, en Turquie c'était un régime semi-présidentiel, on appelle ainsi. Aussi, c'est le chef du gouvernement qui a vraiment le fond du pouvoir exécutif. Donc Erdogan a passé 2 mandats comme étant chef du gouvernement. Après, il est élu président et il a demandé une réforme de la Constitution pour passer du régime, bon, pour simplifier, semi-présidentiel à un régime présidentiel où le chef de l'État a plus de pouvoir. Bon, on connaît pas, peut-être, on connaît le Premier ministre israélien, mais on ne connaît pas le président parce que il n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est le Premier ministre qui a l'essentiel du pouvoir. Alors que aux États-Unis, on connaît le président plutôt que donc le chef du cabinet de l'exécutif, parce que le président a le fond du pouvoir exécutif. D'accord? Bon, pour en finir, on n'est pas là dans un cours de droit constitutionnel, mais c'est généralement donc les différents axes du droit constitutionnel, aussi bien sur le plan interne, la monarchie, les conflits avec les théories de séparation des pouvoirs et leur application au Maroc. Le Maroc a choisi son propre modèle qui est alimenté aussi bien par les nouvelles théories que par son origine et son histoire. Donc le roi est législateur, le roi est exécutif, le roi intervient, donc c'est lui le symbole de la nation et garant de la continuité du fonctionnement des institutions.
et arbitre entre les différentes institutions, donc, et en comparant avec d'autres systèmes. Deuxième matière du droit public, c'est le droit administratif. Bon, qui dit droit administratif, ça veut dire l'ensemble des règles qui gouvernent dans l'approche subjective de détermination les institutions administratives. Donc le sujet du droit administratif, c'est d'abord les institutions les administrations. Comment ils sont organisés, quelles sont leurs attributions, quelles sont les procédures à adopter devant ces administrations, quelle est la relation entre les administrations et les administrés, ainsi de suite. D'accord? Alors le droit administratif, c'est un ensemble donc de règles, de principes et d'institutions. Parlons des principes par exemple. Donc le droit administratif, il est différent du droit civil par exemple. Parce que dans le droit administratif, on prétend, bon, c'est la culture donc de séparation, ou bien de distinction domaine public et domaine privé. On donne un privilège, on privilégie l'intérêt général par rapport à l'intérêt privé. Alors, cette idée-là, cette classification, cette hiérarchisation et priorisation de l'intérêt général a fait en sorte que les règles qui vont gouverner les institutions qui militent pour l'intérêt général seront privilégiées. On a donc un pouvoir qui est exorbitant de l'administration, un pouvoir d'exécution, de recours à l'exécution forcée, alors que, au contraire, on ne peut pas recourir à l'exécution forcée contre l'administration. Et là, donc un pouvoir de recourir par exemple à l'expropriation pour utilité publique. Donc là, donc normalement, l'intérêt privé est protégé. Mais si on a un intérêt public, on peut vous forcer à vendre par exemple votre bien. On veut construire une autoroute, vous avez une terre, donc on va exproprier. Donc la propriété, on va la reprendre. Donc pour l'utilité publique. Alors que généralement, dans le droit civil, c'est le consentement. Et il y a une protection de la propriété. Alors donc là, on est dans une sorte de hiérarchisation. Donc l'intérêt public, il prime sur l'intérêt privé. Donc le droit administratif a donc a une logique différente d'intervention. D'accord ? Donc on a le principe de la continuité du service public, de la gratuité, de l'égalité de tous devant le service public. Pour garantir cette continuité du service public, il faut que l'administration ait le pouvoir d'appliquer ces règles, de recourir à l'exécution forcée, ainsi de suite. D'accord ? L'organisation administrative. Bon, d'abord les institutions administratives. Donc commençons par le chef de l'exécutif, c'est le chef de l'administration, le gouvernement. Il y a le gouvernement qui a des attributions, donc il y a le chef du gouvernement qui a d'autres attributions, donc, et c'est lui le chef de l'administration. Il y a aussi le roi comme étant président du Conseil des ministres est considéré aussi chef de l'administration. Après, dans la hiérarchie, donc l'administration obéit à une certaine hiérarchie. Donc le gouvernement, il y a les ministères. Donc une coopération interministérielle. Donc dans chaque ministère, il est subdivisé soit en division, en direction, en délégation. Donc si on prend le ministère de l'Éducation nationale, c'est en académie. Dans chaque région, il y a une académie répartie auparavant en délégation, maintenant en direction. Donc il y a une certaine hiérarchie. Alors comment fonctionne cette administration? Donc on va rappeler trois principes fondamentaux. Il y a la concentration des pouvoirs. Tout est décidé au centre, au poste commandement dans le ministère. Donc, ou bien une déconcentration du pouvoir. C'est toujours le pouvoir au centre, mais on va le délocaliser, on va le déléguer sous la supervision hiérarchique du pouvoir central de l'administration. On peut retrouver ce modèle dans le ministère de l'Intérieur. Donc c'est une déconcentration des pouvoirs. On a à proximité des commissariats de police, des préfectures, ainsi de suite, mais normalement c'est hiérarchisé et c'est un pouvoir centralisé au niveau du ministère. Donc c'est une déconcentration.
il y a le modèle donc le principe de la décentralisation des pouvoirs, où vraisemblablement la prise de décision est déléguée donc aux collectivités territoriales. D'accord? Alors, des régions, les communes, donc on a un conseil communal, c'est lui qui va décider des projets à appliquer dans sa commune. On a un conseil régional, c'est lui qui va décider. Et là, on est dans une sorte d'administration décentralisée. D'accord? Au Maroc, le Maroc a mentionné dans la Constitution dispose qu'on est dans un régime de décentralisation et de régionalisation avancée. On envisage d'avoir des régions qui sont en quelque sorte autonomes dans leur prise de décision, dans la mise en œuvre de leurs projets sur le plan territorial, et de leur doter de tous les moyens pour former une sorte de gouvernement local. Donc il y a des élus, il y a le représentant du pouvoir central, le wali ou bien le préfet, et il y a les élus. D'accord? Alors, le droit administratif, donc, on a dit, ce sont des institutions, des principes et des règles. Donc, il a des spécificités. Donc, les litiges afférents au droit administratif, ils sont traduits devant les tribunaux administratifs. Un privilège est octroyé à l'administration pour lui doter des moyens qui faciliteront donc la réalisation et l'atteinte de cet objectif d'intérêt général. Pour ne pas y rester, donc troisième branche du droit public, on a parlé des finances publiques. Donc normalement la loi de finances, on entend beaucoup parler chaque année, on parle de la loi de finances parce que dans les principes du droit de la finance, il y a le principe de l'annualité. Donc chaque année, on doit établir l'ensemble des prévisions, des recettes et des dépenses de l'État. Alors, donc dans le fond, ce ne sont pas des règles de conduite comme on l'a défini auparavant, des commandements, des interdictions ou bien des autres, ce sont des prévisions. Alors chaque année, le gouvernement doit préparer ses prévisions pour l'année qui vient. Donc quelles sont les recettes prévues et quelles sont les dépenses prévues. Donc cette loi-là, elle est débattue, elle est présentée au chef du gouvernement, donc dans le gouvernement, et après présentée au Conseil des ministres pour validation, donc débattue au Parlement. Et là, on décide, est-ce qu'on va augmenter les impôts, est-ce qu'on va modifier certains impôts, les réduire, les dépenses, est-ce qu'on va, donc quels sont les budgets alloués à chaque ministère, et cela dépend de la politique du gouvernement. Donc, s'il adopte une politique d'investissement, il va augmenter le budget de l'investissement. Une politique plutôt sociale, il va augmenter le budget des charges de la santé, de l'enseignement ou autre. Alors là, la loi de finances ou bien le droit financier, c'est un ensemble aussi de principes et une prévision des recettes et des dépenses de l'État. Donc reste à parler des libertés publiques. Voilà, donc le droit des libertés publiques. On a dit que dans la Constitution, le premier titre, il parle des libertés essentielles. Alors comment permettre de jouir de ces libertés? Alors, trop de liberté peut amener à une anarchie. L'anarchie, c'est le désordre. Alors, comment organiser la liberté? Donc, ce n'est pas une limitation de la liberté, c'est une organisation. Alors, comment on aimerait exprimer son avis politique? Comment cela s'organise? Donc, à travers comment se former, s'organiser en association, en organisme donc non gouvernementaux, comment adhérer aux partis politiques, comment organiser des manifestations, des marches de protestation. Alors cela, s'il vous plaît, dans la liberté d'expression, comment est-elle réglementée, la liberté de manifestation? Alors il y a un ensemble de règles donc qui concernent les institutions où on exerce
les libertés et les règles de l'exercice de ces libertés. D'accord. Alors, c'est généralement les 4 principales matières du droit public, donc bien de la famille droit public sur le plan interne. Après, on pourra comparer avec l'international. Passons maintenant à parler du droit privé. Alors, on a dit le droit privé, c'est le droit qui a pour sujet de droit les personnes privées, qu'ils soient des personnes physiques ou bien des personnes morales. Donc, ou bien on peut ajouter qu'il y a pour finalité la protection des intérêts privés, d'accord? Donc, quelles sont les branches de ce droit privé? Alors, d'abord, fondamentalement, on a le droit civil. Et au Maroc, on a le Daher des obligations et des contrats comme texte de base du droit civil, c'est le DOC. Donc, on l'abrège ainsi. Donc, il est un peu archaïque, il date de 1913. Et là, récemment, en France, on a fait une réforme donc, très importante du Code civil français. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura l'audace aussi de réformer le droit civil. Ce qui est de nouveauté dans le droit qui ne rime pas et qui a plus d'ambiguïté dans l'interprétation des textes et leur adaptation par rapport à la réalité. Alors, le droit civil, donc c'est l'ensemble des règles qui réglementent les relations privées entre les personnes du droit privé. Et on détermine là, donc, les règles de l'autonomie, c'est une règle principale qui est l'autonomie de la volonté, ça veut dire les relations entre les personnes, ils obéissent à leur autonomie de la volonté, à leur consentement. Ils veulent vendre, ils veulent louer, donner un don ou bien un testament, donc il y a la liberté comme principe. Mais il y a aussi certaines règles. Et dans le droit, on peut se limiter à étudier, s'il vous plaît. En droit civil, on peut se limiter à étudier d'abord le droit des contrats et le droit des obligations. Donc il y a des contrats et il y a des obligations. Alors le contrat, c'est résultat d'un consentement, de l'expression de l'autonomie de la volonté. Et dans le texte, on énumère quels sont les éléments constitutifs du contrat. Donc, jusqu'à présent, on parle de 4 éléments. On parle des parties au contrat, du consentement, de l'objet et de la cause. Bon, généralement, il y a donc, on parle de la capacité comme élément. Alors, la capacité, c'est une condition afférente aux parties. Alors, les éléments du contrat, c'est les parties qui doivent être capables. Bon, capacité de jouissance, capacité d'acquisition, on va voir par la suite. Donc, l'objet et les conditionnés, il doit être licite, déterminé, déterminable, ainsi de suite. Le consentement, il doit être libre et non vicié. Alors, et là, encore, on peut s'arrêter à parler des vices de consentement. Non vicié, ça veut dire non faussé, ou bien non... Donc, mon consentement doit être éclairé, il doit être libre, pour que ce consentement donc, pourra légitimement m'engager. Et là, généralement, on parle des vices de consentement qu'on peut résumer à 3. Il y en a des courants qui parlent de 4, qui ajoutent la lésion. Donc il y a la violence. Si on vous force à signer un contrat, donc vous n'avez pas consenti. Vous n'avez pas donné votre accord parce que vous étiez sous une violence. Donc le dol, si on nous a trompés, il y a l'erreur. Donc on peut ajouter la lésion. Le droit musulman comme étant, bon, la charia comme le droit civil marocain, on ne reconnaît pas la lésion. Bon, s'il vous plaît, essayez de retenir, d'enrichir votre terminologie. Donc si vous remarquez, c'est essentiellement des termes. Donc il n'y a rien de difficile à comprendre.
c'est seulement une nouvelle terminologie qu'on est en train de côtoyer au fur et à mesure. Alors, droit des contrats, les éléments du contrat, donc on parle des conditions de fond. Il y a le formalisme du contrat, et lorsque je parle de formalisme, est-ce que la loi exige une certaine forme donnée du contrat, écrit, signé devant un notaire, ce sein authentique, ou bien une simple signature privée? Est-ce que c'est possible d'avoir un mandataire dans le contrat? Comment réglementer ce mandat? Ainsi de suite. D'accord? Les conditions de la conclusion du contrat, les conditions de l'exécution du contrat, les clauses acceptées, non acceptées, les conditions de dissolution du contrat, ainsi de suite. Et la deuxième famille, c'est les obligations. Même en l'absence d'un contrat, on peut être obligé à exécuter selon donc un engagement, donc suite à notre fait ou bien à notre faute. Et là, on parle des délits et des quasi délits. Ce qu'on appelle l'obligation ou bien la responsabilité civile délictuelle. Si vous avez causé un dommage à un autre citoyen, donc vous avez l'obligation de réparer ce dommage. D'accord? Si votre enfant mineur sous votre garde a causé un dommage au voisin, donc vous devez réparer ce dommage. Et là, on parle donc de la responsabilité pour fait personnel, ou bien la responsabilité pour fait des choses, ou bien pour fait d'autrui, les enfants dont on a la garde. Alors, l'ensemble de ces règles forment le droit civil. Donc, en plus du droit civil, comme branche du droit privé, on a le droit commercial, qui est vraisemblablement une dérivée du droit civil, parce que à la base, un contrat commercial, c'est un contrat. Mais la spécificité du commerce et de la spéculation a fait en sorte qu'il faut adopter des règles spécifiques au droit commercial qui dérogent un peu, qui sont des exceptions. Alors le mot déroger, c'est être une exception à la règle qui déroge des règles générales du droit civil. Donc, et là, on a fait naître la branche donc droit commercial. Alors droit commercial, elle réglemente l'ensemble des règles de la vie commerciale. Et au Maroc, on a la loi 0595 du Code de commerce, donc qui contient 5 chapitres. Il détermine qui est commerçant, qui sont d'abord les personnes du droit commercial, comment on peut être commerçant. Acheter et vendre, ce n'est pas du commerce, automatiquement. Donc, parce que je peux acheter et vendre mon téléphone sans être commerçant. Alors, quand est-ce qu'on est reconnu en tant que commerçant juridiquement pour qu'on m'applique le droit commercial? Alors, c'est la loi qui le détermine. Et c'est le premier chapitre, c'est l'acquisition de la qualité de commerçant. Après, on parle des biens du droit commercial. Le principal bien du droit commercial, à savoir le fonds de commerce. Et là, ça vous intéresse en tant qu'économiste parce que dans le semestre prochain, vous aurez une matière du droit commercial et des sociétés. D'accord? Alors, le Code de commerce, dans son premier chapitre, il détermine l'acquisition de la qualité de commerçant pour des personnes physiques. Donc, généralement. Après, les biens du droit commercial. Et après, on a un autre chapitre sur les contrats commerciaux. Quand est-ce qu'un contrat est qualifié comme étant contrat commercial? Alors, pourquoi on cherche à le qualifier en tant que tel? Parce que, donc, il y a un ensemble, s'il vous plaît, monsieur, il y a un ensemble des règles qui vont s'y suivre. Si c'est un contrat commercial, donc il doit être, donc les litiges y afférents doivent être traduits devant un tribunal commercial. Les règles à appliquer, ce sont les règles du Code de commerce et non pas les règles du DOC, du Diarier des obligations et des contrats. Donc là, alors là, on réglemente quels sont les contrats commerciaux. Et après, on a un chapitre sur les difficultés de l'entreprise. D'accord? On a une autre loi qui détermine les personnes morales du droit commercial, les sociétés. Et on a en fait 2 lois.
une loi sur les sociétés anonymes, spécifique aux sociétés anonymes, et une loi qui regroupe un autre texte qui regroupe les autres sociétés. Sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, société en commandite par action, société à responsabilité limitée, ainsi de suite. Mais maintenant, on a adopté récemment, en 2013, le statut de l'auto-entrepreneur, qui peut être aussi considéré comme une personne du droit commercial. D'accord ? Une comparaison, encore une fois, sur le plan historique du droit commercial marocain, on a dit que la réforme, donc après la déclaration de l'OMC à Marrakech, le Maroc s'est engagé dans une piste de réforme pour harmoniser, pour adapter son arsenal juridique avec les exigences futures de cette mondialisation soi-disant, ou bien de cette ouverture des frontières douanières. Et là, la logique même du contrat, du code de commerce, donc, a été influencée par ce changement. Parce qu'on vient non seulement de changer, donc de passer d'une ère à une autre sur le plan historique, mais on va passer d'une philosophie à une autre, ou bien à essayer de combiner entre les deux. Et c'est ce que le code de commerce a fait. Alors auparavant, donc le droit, aussi bien civil que commercial, c'était l'accord de volonté, et c'était une approche subjective. C'est le sujet de droit qui est au centre, et c'est lui qui a l'autonomie de décider, de s'engager. Donc on va revenir toujours d'une façon subjective au consentement et à la volonté. Donc ça, c'est une approche donc subjective de droit. Alors avec l'approche anglo-saxonne, américaine par excellence, on est dans une approche plutôt objective. Parce qu'aux États-Unis, donc, on ne sacralise pas autant que le droit, que ce qui est le cas en droit romain ou bien latin, la personne, mais plutôt le marché, l'économie. Donc le modèle américain est construit autour de l'intérêt du marché, plutôt qu'autour de l'intérêt du sujet de droit, ou bien, donc aussi les sociétés sont des sujets de droit, ou bien de l'individu. Et là, cette approche objective donc, a influencé fortement les réformes juridiques. Depuis 1996, donc, dans le Code de commerce, donc, on ne se contente pas seulement de parler des actes de commerce, mais on ajoute un critère objectif qui est l'activité commerciale. Donc, là, vous allez le voir plus en détail le semestre prochain. L'article 6 du Code de commerce, donc l'acquisition de la qualité de commerçant, bien la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel de l'une des activités, et il énumère 18 activités. Alors on est passé essayez de retenir cela parce qu'on va faire cette comparaison même par rapport à d'autres branches. Le droit latin, bien romain, donc il mettait l'individu au centre et il sacralisait un peu donc le consentement et l'autonomie de la volonté. Et le droit doit permettre de mieux protéger les sujets de droit dans leur intérêt. L'existence même des institutions étatiques, donc on a dit, donc lorsqu'on a fait la comparaison avec la charia, donc l'homme est libre et il est là pour satisfaire ses droits, pour avoir des droits. Et les institutions et le droit doivent lui permettre de mieux jouir de cette liberté et de mieux satisfaire ce droit. Alors on a une centralisation de l'individu. Alors aux États-Unis, ce n'était pas le cas. Parce que l'histoire des États-Unis est différente. C'était d'abord un marché donc c'était surtout un marché qui est au centre. Je vous invite à voir un film illustratif. Donc c'est un film d'action qu'on peut voir, mais dans ses idées philosophiques, il explique comment la nation, ou bien la société américaine est née. Donc c'est un film de Leonardo DiCaprio, Gangster of New York. Gangster of New York. Si vous regardez le film, alors la société était construite autour
d'un conflit entre gangs sur des richesses. Et c'est après qu'on a ressenti le besoin d'établir un ordre pour la protection de ce marché où il y a donc la production des richesses. Alors, et là, on est dans la mondialisation, c'est-à-dire on influence les différents régimes partout dans le monde avec cette approche pragmatique du droit du marché. D'accord? Alors que la société en Occident, en Europe en l'occurrence, d'où on a hérité notre régime juridique, donc c'était l'individu qui était au centre. Même par rapport aux relations avec les institutions ou bien avec l'État. Si on a vu que dans notre distinction droit public, droit privé, on a donné plus de priorité à l'intérêt général, parce qu'il y a aux institutions, il y a plus de privilèges aux institutions étatiques, parce que donc l'État était là dans la construction du droit, dans l'État moderne en Occident, l'État était omniprésent. Et les institutions étatiques, ou bien en général donc les institutions publiques, ont conservé leurs privilèges, alors que les États-Unis, non. C'était des immigrants qui sont venus du partout de l'Europe, de l'Écosse, de l'Irlande, qui ont ramené des esclaves de l'Afrique pour avoir des richesses. Donc c'était l'objectif économique qui était central dans la construction de la société ou bien de l'État aux États-Unis. D'accord? C'est ainsi qu'on privilégiait un peu l'intérêt du marché par rapport aux intérêts privés. C'est pourquoi on n'a pas cette distinction entre le public et le privé. Alors toutes les institutions, les Américains, ils ne comprennent pas ce privilège de l'établissement public ou bien de l'État. Pour eux, toutes les institutions sont pareilles. Même l'État, il doit être traité à même pied d'égalité d'une société. Un conflit entre le holding Goodyear et l'État égyptien ou bien l'État marocain, pour eux, ce sont deux entités identiques, égaux. Donc parce qu'un acteur sur le marché ou bien donc ce qu'on appelle les stakeholders, une partie prenante, donc il n'y a pas de hiérarchisation. Et déjà dans la mondialisation, on force les États à se déposséder en quelque sorte de leur souveraineté nationale en faveur d'une inégalité sur le marché. Donc en revenant au Code de commerce, alors on a dit que le Code de commerce a adopté cette double perspective dans la définition, donc l'esprit individualiste, donc des intérêts privés, et du contractualisme, de l'autonomie de la volonté, on parle de l'acte de commerce, et aussi l'esprit objectif, et on instaure la définition de l'activité commerciale. D'accord? Bon. Droit civil, droit commercial, il y a aussi d'autres branches de droit, donc le droit de la famille, qui était appelé auparavant le droit du statut personnel. Et là encore, c'est une culture. On a dit, dis-moi ton droit, je te dirai qui tu es. Parce que le droit, il reflète la culture. Donc si je vais voir un régime juridique quelconque, c'est à travers les lois de ce régime juridique que je peux comprendre l'idéologie qui est derrière cette nation, ou bien cette population. D'accord? Alors là, on parle du statut personnel, on a dit que la révolution sur l'Église en Europe a mis en quelque sorte l'être humain au centre du cosmos. À tel point qu'on a sacralisé l'homme. D'accord? Vous vous rappelez? Alors là, c'est l'homme qui doit décider la règle maintenant, à travers le contrat social et à travers le contrat bilatéral ou multilatéral, donc le contractualisme. Alors, ce qu'on appelait auparavant, donc, ce qui réglementait la famille et tout, donc là on l'a appelé le statut personnel. Parce qu'on prétend que c'est la personne qui décide du sort
de son engagement ou désengagement avec une autre femme, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, de se marier avec une femme ou bien avec un homme du même sexe ou autre. Alors, et on a dit que c'est les statuts personnels, parce que on centralisait la personne. Bon, on a hérité cette appellation du colonisateur, même s'il a une idéologie différente. Oui, le droit de la famille a conservé dans son fond, même si on l'appelait auparavant au Maroc le droit des statuts personnels, mais il conservait un peu les soubassements bien du droit musulman quant aux règles de la répudiation, quant aux règles de l'adoption, quant aux règles de l'héritage. En 2003, donc il y avait la réforme du droit et on a changé la nomenclature du statut personnel au droit de la famille. Et c'était très significatif et illustratif. Donc, d'accord. Donc, l'avènement de cette réforme du droit de la famille est résultat, encore une fois, d'une confrontation entre deux ou plusieurs idéologies, pour ne pas parler de personne. Donc, c'était pas un conflit entre les islamistes et les marxistes ou bien les Sidi et autres, le ministre qui a proposé donc c'est ça, donc la charte pour l'intégration de la femme dans le développement. Alors, sous l'égide du gouvernement Yousfi, il y avait un projet de loi pour réformer le droit des statuts personnels pour permettre, selon son titre, une meilleure intégration de la femme dans le développement. C'était un texte qui est financé, ou bien un projet qui est financé par la Banque mondiale. Bon. Le porteur est de référence socialiste, marxiste peut-être, un financement de la Banque mondiale, disons institution internationale pour la promotion de la mondialisation, oui, pour l'application de l'accord de l'OMC, d'accord. Et il y avait une résistance d'une partie de la nation, disons des conservateurs, qui disaient non. Alors on va changer le droit des statuts personnels alors qu'il était conforme avec le droit musulman, donc on n'accepte pas. Il y avait deux marches, celle de Casa et celle de Rabat, le même jour, l'une pour ce texte et une autre marche contre ce texte. Donc après, il y avait une conciliation, la conciliation royale, et le roi a désigné un comité pour la réforme de la Moudouana, donc où il y avait donc des partisans des deux courants d'idées, pour ne pas dire des deux clans. Ce sont des idées, donc c'est une confrontation d'idées et d'idéologies. Alors, le texte un long débat public et au sein de la commission, après, ils ont donné un texte final, un compromis de texte, donc c'était un compromis où tout le monde s'est ressenti gagnant. Donc le roi a soumis le texte au Parlement en recommandant aux parlementaires de le voter, sans le redébattre, parce que il utilise là son pouvoir. Alors le texte a changé de nom, c'est maintenant la Moudouana de la famille. Et c'est illustratif, parce qu'on n'est plus dans l'approche individualiste, donc c'est la personne qui décide. Alors le choix de la nation maintenant, c'est que c'est la famille le premier noyau de la société. Et ça a été repris dans la Constitution 2011. La famille fondée par un contrat légal. On va revenir à un exemple de la jurisprudence où il y a un débat sur la chose. Alors ce texte-là, il est critiqué par les deux parts. Aucune partie ne peut prétendre qu'il a gagné la partie en elle-même,
Et on se trouve avec un texte en général où il y a beaucoup d'ambiguïté, qu'on ne peut comprendre qu'en revenant à l'origine, donc des idées qui l'ont initié. Est-ce qu'on a vraiment permis à la femme d'intégrer le développement à travers ce texte, ou bien est-ce qu'on a permis de conserver l'identité musulmane du texte? Bon, il y a beaucoup de choses qui argumentent les deux positions, il y a beaucoup de contradictions qui réfutent les deux positions. Bon. Le troisième courant d'idées qui était derrière le texte, c'est pas seulement le libéralisme ou bien individualiste séculaire et le courant islamiste, c'était le courant pragmatique, économique. Le financement de la Banque mondiale n'était pas pour défendre l'une ou l'autre idéologie. C'était un financement pour les objectifs de l'OMC. Et l'objectif de la mondialisation, c'est donc création de marchés, libre circulation des biens et des services. Et là, dans une société population de 40 millions d'habitants, donc si on a la moitié qui sont femmes, qui sont au foyer, donc on va manquer. Donc c'est une manque de productivité de 50%. On aura moins 50% de main-d'œuvre. Donc, sur le plan de la psychologie, donc dans le marketing, on sait que les femmes consomment plus que les hommes. Bon. Alors, si on n'a pas l'indépendance financière de la femme, on aura une société moins consommatrice. Si on a une famille où il y a plusieurs membres, donc il y aura moins de demandes que si on a des familles nucléaires. Alors le système de famille, donc la structure familiale, le statut de la femme dans une société donnée, il influence directement la productivité et la consommation sur ce marché-là. Alors, on conçoit le Maroc tout payé comme étant un marché. Alors, ce marché, il doit permettre, on doit créer une demande, une offre sur ce marché. Alors, il faut que, si c'est un marché de 40 millions, il faut qu'il y ait 40 millions de consommateurs et non pas seulement la moitié. Et pour que cette moitié-là soit consommatrice, il faut la doter des moyens financiers. Donc il faut permettre aux femmes d'avoir la moitié de l'héritage. Il faut permettre, bon, c'est un ensemble de calculs. Si on veut s'installer, investir, la main-d'œuvre, il est moins cher au Maroc, mais si on n'a que la moitié de la population qui est active, qui sont les masculins, on aura moins d'offres. Donc si on a les deux, on aura encore plus d'opportunités d'investissement. Donc ce sont des calculs qui se font dans ce sens. Alors, bon, dans le texte, on a une diversité de règles dont chacune a un référentiel différent. Les objectifs sont différents. Donc, il n'y a pas lieu d'aller sur le chemin de la confrontation émotionnelle violente, mais d'essayer au moins de comprendre les autres. Bon, ça peut être loyal, oui. Pourquoi on doit priver le Maroc de 50% de son potentiel de productivité en recommandant aux femmes de rester au foyer? Donc, ça peut être bon, si on veut promouvoir l'économie, il faut consommer. Donc le Fordisme, donc c'est comme principe économique, c'était basé sur ça. Vous connaissez le Fordisme, hein? Donc, lorsque Ford voulait dépasser la crise en 1929, il a recommandé une réduction des heures de travail, une augmentation des salaires. Mais c'est suicidaire comme décision. Mais sur le long terme, mais c'est comme ça qu'on peut promouvoir la consommation. Si les gens n'ont pas de temps pour aller vivre leurs loisirs, ils ne vont pas consommer. S'ils n'ont pas le temps et l'argent, donc ça ne va pas
On ne va pas créer une société de consommation. Pour la créer, il faut réduire les heures de travail et augmenter les salaires. Et donc ça va revenir, donc ça va enrichir, donc encourager la consommation et promouvoir l'économie. Donc ça peut être ainsi. Si on est dans les familles nucléaires, on a besoin seulement d'une seule maison, une famille où il y a donc il y a tout le monde, il y a le père et tous les oncles. Donc on va utiliser une seule voiture, une seule grande maison et c'est tout. Mais si on est dans des familles nucléaires, donc une seule famille peut être demanderise de 5 appartements, 5 voitures, 5 réfrigérateurs, ainsi de suite. Et ça permet de relancer un peu l'économie. Oh, vous faites l'économie, c'est ça. Bon, essayez de réfléchir le droit comme instrument au service de l'économie. Ça, c'est l'approche de la mondialisation. On n'est plus dans l'approche de l'État-nation où le droit donc cherche à organiser la société, à faire la promotion des principes de la société. Non. Donc on est dans une approche nouvelle, donc depuis l'OMC jusqu'à présent, donc qui instrumentalise le droit pour servir les objectifs de l'économie. On va voir à travers d'autres exemples. Bon, ça peut paraître, le droit de la famille peut paraître l'exemple le plus loin donc, de cette approche économique, mais vraisemblablement il est au centre, parce que c'est la Banque mondiale qui a financé donc, le projet de loi de la réforme donc, de l'intégration de la femme dans le développement, même s'il y a d'autres idéologies derrière. Bon. On a parlé du droit civil, droit commercial, droit de la famille. Il y a d'autres branches de droit qui surgissent, qui dérivent un peu du droit commercial. En droit de la famille, il y a aussi les successions. On a conservé la règle de la... désolé, je reviens pour parler de cet élément. On a conservé la règle bon, disons pas d'inégalité, mais de différenciation entre part des enfants filles et des enfants garçons, donc les où le garçon a les 2/3, donc 2 fois plus que ce qu'a la femme. Mais je réitère que ce n'est pas par application du droit musulman, c'est toujours un droit laïque et c'est les parlementaires qui ont choisi à travers l'ensemble des textes coraniques, le texte le plus célèbre pour l'appliquer et le transformer en règle de droit. Alors le droit de la famille, c'est un droit issu du processus démocratique. On n'applique pas c'est pas les règles d'adoption ou bien d'héritage parce que Dieu a dit, parce que le Parlement a décidé. D'accord? Donc on a transformé, on a transposé des règles religieuses en règles de droit. Donc ce sont des règles de droit. C'est l'article tel de la Moudouana qui est applicable et non pas la sourate telle du Coran. Alors pour en être clair. Et sur le plan critique, si il y a lieu de parler d'une comparaison, on était un peu sélectif, à mon avis, par rapport à ces règles, parce qu'on a adopté une règle en oubliant le contexte dans lequel elle a été imposée. Alors dans le Coran, donc c'était pas une distinction entre femmes et hommes, cette distinction c'était plutôt un rééquilibre entre responsabilité et privilège. Lorsque Dieu a infligé, bien a recommandé, a obligé les hommes de subvenir aux besoins des femmes, c'est le verset coranique qui est avant le partage de l'héritage. Alors, Dieu a dit que les hommes doivent subvenir aux besoins des femmes, matériellement. Maintenant, si c'est moi qui dois financer ma fille, ma sœur, donc selon le degré d'affiliation, à l'héritage, ça serait illégal, ça serait déloyal qu'on soit égalitaire.
Alors pour rééquilibrer donc les choses, il a permis à celui qui était obligé de subvenir aux besoins d'une femme d'avoir les 2/3, donc ou bien 2 fois plus. Mais lorsque les responsabilités sont égalitaires, donc le partage de l'héritage est égalitaire. Alors lorsque le père conteste, lorsque l'enfant est indépendant et qu'il a fondé sa famille, donc il est indépendant dans son patrimoine de sa mère et de son père. Donc son père et sa mère sont devenus égalitaires quant aux engagements envers lui. Donc ils seront égalitaires dans le partage. Mais lorsque il y a une obligation qui incombe au père par rapport à l'enfant, là, il aura, donc, ça serait légitime qu'il aura un plus. D'accord? Mais le texte de la Mudwana, il a repris la règle préférentielle en matière d'héritage sans infliger aux hommes l'obligation de subvenir aux besoins de la femme. Moi, je n'ai aucune obligation légale, juridique, de subvenir ma sœur, c'est les nécessitrices. Il n'y a aucune obligation légale qui m'oblige de subvenir aux besoins de ma sœur. Et pourtant, donc c'est une recommandation religieuse. Donc le Parlement n'a pas repris cette règle. Il fallait, donc, à même pied d'égalité, reprendre aussi cette règle comme étant une règle de droit. On n'a repris que la règle de droit qui me donne un peu plus que ma sœur. Bon, je ne suis pas dans l'esprit d'égalité du partage des... Oui, alors c'est ce que je dis. Maintenant, les deux sont des obligations religieuses. Donc, ma responsabilité envers les femmes de ma famille et donc mon favoritisme en termes d'héritage. Mais le droit marocain, donc la Mudwana, il a repris une de ses obligations et l'a transformée en règle juridique qui est contraignante et il n'a pas repris l'autre. Et en faisant la comparaison entre la règle religieuse et la règle de droit, la règle de droit elle est contraignante. Donc, mais la règle religieuse n'est pas contraignante. Alors moi je ne suis pas obligé, je ne suis pas contraint par la loi de payer pour ma sœur, pour ma fille. Bon, ma fille c'est une obligation naturelle et autre, mais par la loi, elle est obligée de me donner plus que ce qu'il aura en matière d'héritage. Bon, ça reste un débat, donc il faut revenir pour y réfléchir. On est dans le sens de la réflexion et de la comparaison. Droit de la famille, on a parlé donc comme branche du droit privé. Il y a d'autres branches qui surgissent par du droit de la concurrence, qui dérive du droit, s'il vous plaît, commercial. On peut dire que c'est de la même famille, mais sont des règles spécifiques que je qualifie non en tant que droit privé. Donc c'est un droit du marché. Il faut maintenant parler d'une nouvelle famille de droit qui est le droit du marché. On peut trouver le droit de la propriété industrielle et commerciale qui est en faveur de la promotion du marché plus que ce qu'il est en faveur des intérêts privés des inventeurs. Le droit de la concurrence, le droit de la consommation, bien qu'il ait de tendance protectionniste de la partie faible du contrat du consommateur, mais c'est aussi dans une perspective, s'il vous plaît, oui, d'établir un climat sain dans le marché, mais jusqu'à présent dans la doctrine, donc on ne reconnaît pas à grande ampleur cette famille du droit de marché. On parle du droit public, droit privé, mais il y a une autre catégorie, ou bien d'autres branches de droit qui s'obstinent à cette classification publique ou privée, parce qu'il y a l'intervention d'institutions publiques, mais pour certaines affaires qui sont privées. Donc là, je parle donc par exemple du droit pénal, donc un vol, un viol, un homicide. Donc c'est qu'un homicide, un assassinat. Alors là, c'est un être humain qui a porté atteinte à l'intégrité physique, par exemple, d'un autre être humain. Normalement, c'est une relation bilatérale, ça doit être privé. Mais non, là on dit non, c'est un intérêt public. Parce que les institutions publiques ont l'obligation, ou bien
comme attribution de préserver l'ordre public. Donc ça entre dans l'ordre public sécuritaire, donc bien de sûreté. Alors là, ce sont les institutions publiques qui interviennent dans des affaires qui sont considérées normalement entre personnes privées. Alors le droit pénal, c'est le droit qui réglemente l'ensemble des infractions, des comportements qui sont incriminés par la loi. Délits, les crimes, les contraventions, donc ce qui est interdit, ce qui est considéré comme étant ordre public. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire la rupture du jeûne au Ramadan. Alors c'est une affaire religieuse, oui, d'accord, mais maintenant le faire solennellement, ça perturbe l'ordre public. Donc on l'interdit non pas parce que vous avez violé une règle divine, donc c'est votre affaire par rapport à Dieu, mais parce que vous allez provoquer un désordre social. Donc vous voulez jeûner ou ne pas jeûner, c'est votre affaire. Donc la religion, elle est écartée du domaine de la loi. Mais puisque la société ne s'est pas encore émancipée de cette relation et que une infraction aussi bien donc de la sorte, s'il est solennel et public, peut provoquer un désordre, une riposte, une provocation de la société, alors le rôle de l'État, c'est la protection de l'ordre public. Donc on vous interdit de le faire solennellement, pas parce que on vous impose la religion musulmane, mais non, pour protéger l'ordre social. D'accord? Donc ça, c'est la finalité du droit. Alors le droit pénal, c'est l'ensemble des infractions, des crimes. Donc il est basé aussi sur un ensemble de principes, donc les éléments de l'infraction, pas de peine ni de sanctions, donc pas de peine sans loi. Donc c'est la loi qui décide ce qui est interdit, ce qui est incriminé de ce qui n'est pas incriminé. Donc après, on organise les institutions qui y interviennent, le ministère public, ses attributions, la police judiciaire et ses attributions, la valeur juridique de ses rapports, l'instruction de l'affaire, donc les attributions du juge d'instruction. Donc après la procédure devant le tribunal, les garanties de la protection des droits de la défense, les degrés de juridiction, première instance, l'appel, la cassation, ainsi de suite. D'accord? Alors, c'est une branche de droit, on a dit, qui est à mi-cheval entre l'intérêt public et les intérêts privés, et c'est ainsi qu'on parle d'une nouvelle famille qui est le droit mixte. Et on peut y ajouter aussi le droit social. Auparavant, c'était le droit de travail. On considérait que les parties sont égalitaires et sont libres de négocier le contrat entre eux. Mais au fur et à mesure, on a découvert qu'il n'y a pas cette égalité présumée entre l'employeur et l'employé, ce qui a suscité, ce qui a fait apparaître plusieurs injustices, parce que le patron, donc l'employeur, donc il est dans une position confortable. Donc il n'est pas nécessiteux, il ne cherche pas à investir pour se nourrir. Le salarié, non. Alors on n'est pas dans la même position, dans un même pied d'égalité. Le salarié ne peut pas négocier aussi confortablement son contrat que l'employeur. Alors l'État a ressenti qu'il y a un besoin d'intervention publique dans cette affaire ou bien ces affaires privées, en garantissant un seuil minimal de protection des salariés. Et au lieu de parler du droit de travail, qui est l'ensemble des règles qui réglementent le contrat de travail, on est dans le droit social, puisqu'on considère que c'est une affaire sociale et non pas seulement une affaire contractuelle bilatérale entre un employeur et un employé. Et on lui a ajouté le régime de la sécurité sociale et un ensemble de règles contraignantes d'ordre public qui s'imposent. Donc on n'est plus dans le contrat consensuel négocié librement entre l'employeur et l'employé, mais dans un ensemble, donc dans un contrat où il y a un seuil minimum de protection à travers des règles impératives imposées par la loi pour garantir un seuil minimal de protection. Donc voilà son objectif, et on peut avoir plus à travers les conventions collectives ou bien à travers
même le contrat négocié avec l'employeur. En plus du droit du travail comme branche mixte, puisqu'il y a interférence entre intérêt privé et intérêt public, ordre public, il y a ce qu'on appelle le droit processuel, le droit des procédures, le droit processuel. Alors, devant les tribunaux, devant les institutions juridiques, il y a un ensemble de règles à respecter, un enchaînement, donc comment introduire la première requête, les informations qu'il doit contenir, quel est son sort, qui doit l'examiner, dans quel délai, comment garantir la protection des droits de la défense, par exemple, la confrontation des avis en droit civil, donc du demandeur et du défendeur. Alors là, c'est un ensemble de procédures. Donc, et là, on a deux procédures essentielles. Donc la procédure civile, donc l'ensemble des règles à suivre devant les tribunaux de droit commun, et la procédure pénale. Comment faire l'instruction d'un crime, les pouvoirs de la police judiciaire, quand est-ce qu'il peut faire les perquisitions, a-t-elle besoin ou non d'une autorisation préalable du procureur du roi, le rapport, comment doit-il être dressé, quelle est sa valeur juridique, donc quelles sont ces étapes. Alors tout cela, c'est la procédure pénale. Alors ce sont des droits processuels qui sont considérés comme étant mixtes, puisque c'est le sujet du droit, c'est pas des personnes publiques pour dire que c'est un droit public. Donc l'intérêt, c'est pas seulement l'intérêt privé à protéger. Donc l'intérêt à protéger, c'est pas seulement l'intérêt privé, mais c'est aussi un intérêt public. Donc on les considère comme étant des branches du droit mixte. Alors cela dit, passons à une autre approche d'opposition entre les branches de droit. On a dit qu'il y a lieu d'opposer le droit public au droit privé dans une dimension objective, selon le contenu, la finalité ou bien le sujet de droit. Il y a aussi l'approche territoriale en comparant le droit interne avec le droit international. Donc il y a aussi de la pertinence de cette distinction, surtout avec la mondialisation. Donc est-ce qu'il y a vraiment cette dislocation entre le droit interne et le droit international, alors que la réforme constitutionnelle, la dernière réforme constitutionnelle, a bel et bien mentionné que, a donné aux accords et aux traités internationaux une place privilégiée. Et là, au fur et à mesure, on constate que devant les tribunaux marocains, on demande l'application directe d'une règle qui n'existe pas en droit interne, mais qu'on a ramenée de la Charte des Nations Unies, donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisqu'on a élevé les traités internationaux comme étant source de droit, selon la Constitution. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de parler vraiment d'une distinction entre droit interne et droit international? Ou bien est-ce qu'on n'est pas en train de voir le droit international en train de s'appliquer en droit interne, et à travers certains accords bilatéraux, on peut faire exécuter le droit interne dans d'autres pays? D'accord? Alors, quant à la pertinence de cette distinction, et c'était un débat quant à la suprématie du droit international sur le droit interne, selon les dispositions de la Constitution, donc une affirmation qui n'est pas acceptée par tout le monde, puisque on est toujours en train de refuser l'application de certaines règles internationales contradictoires avec le droit interne. Et dans la Constitution, on est resté dans cette ambiguïté, parce qu'on n'a pas déterminé d'une façon ferme donc la suprématie du droit international sur le droit interne, mais on l'a conditionné donc à ce qu'il ne soit pas contraire à certains donc à certains fondements de la société. Alors là, on peut refuser l'application d'une règle, même si elle est là, une règle internationale, parce qu'elle contredit un ordre interne. C'est pas, si vous suivez l'actualité dernièrement, la reconnaissance d'un enfant naturel. Vous savez ce que j'entends dire par un enfant naturel. Alors oui, c'était un litige, et le tribunal à Tanger a affilié
un enfant, un bébé qui était né d'une relation illégale, illégitime, donc il n'y a pas de contrat de mariage, donc zina, donc c'était une relation sexuelle hors cadre de mariage, qui a donné un bébé. Alors la maman a demandé donc la filiation, le tribunal a dit oui, il y a une règle internationale, donc biologiquement c'est votre enfant, donc on a affilié. La cour d'appel a refusé le jugement, il a réfirmé, il a dit non, donc on ne peut pas l'affilier. Bon, et là on est en confrontation entre une règle internationale, la charte des droits de l'homme, on plaidoit pour une reconnaissance pareille. Alors que le droit interne marocain, on ne reconnaît l'affiliation que s'il y a un contrat de mariage légitime. C'est même mentionné dans la Constitution, donc que la famille construite autour, donc, à travers un contrat légal est le premier noyau de la nation. Alors donc s'il n'y a pas de contrat donc légal, donc ce n'est pas votre enfant. Et là, pour comprendre la position de la cour d'appel, il faut revenir aux origines du droit musulman, donc qui inspire toujours les esprits. Alors, dans le droit musulman, on dit que la filiation, donc c'est à travers le contrat et non pas à travers la recherche de l'enfant biologique. Donc on disait donc le verset du prophète, al-waladu lil-firash wa lil-'ahir al-hajar. Bon, vous le connaissez tous. Donc ça veut dire l'enfant est affilié. Donc là où il y a la relation légitime et légale. Et celui qui a commis donc l'infraction de relation sexuelle, il sera châtié, il sera puni pour ça. Mais on ne reconnaît que l'enfant donc pour le foyer et non pas donc la recherche du père biologique. Alors là, on est dans deux philosophies, dans deux idéologies différentes. Donc ce n'est pas la personne qui fait la loi, c'est le Dieu qui fait la loi, dont le régime, donc le soubassement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'être humain qui fait la règle. Donc c'est votre enfant, donc vous assumez votre responsabilité. Donc on va chercher la carte génétique. Donc. Et il y avait même une jurisprudence du tribunal de Jadida. Donc le tribunal a refusé une carte génétique pour nier la filiation. Donc c'était un Marocain résident à l'étranger qui était marié avec une Marocaine aussi. Donc ils étaient séparés donc en France pendant une longue durée. Et il a eu un bébé. Il a dit non, c'est pas mon enfant. Il a demandé la pension alimentaire au tribunal en France. Donc lui, il a plaidoyé, donc ce n'est pas mon enfant, je demande la carte génétique. Et la carte génétique a prouvé que ce n'était pas son enfant. Donc il ne devait pas payer de la pension alimentaire. Alors la femme, il était un peu intelligente, il est venu au Maroc, il a intenté encore une nouvelle action pour demander la pension alimentaire pour son bébé. Alors le juge, il a regardé, est-ce que vous êtes divorcé? Non, le contrat est valable, donc c'est votre enfant. Monsieur, mais il y a la carte génétique, mais donc, ben non. Pour moi, donc il faut affilier l'enfant à un foyer. Tant qu'il y a un contrat valable de mariage, c'est votre enfant. Bon, ce sont deux logiques différentes. Je ne dirais pas qui a tort, qui a raison, mais on est dans deux idéologies différentes. Et tout ce qu'on a comme divergence dans la jurisprudence, c'est animé parce qu'on réfléchit différemment, on a des postulats différents. Et c'est pourquoi je vous invite, même en économie, à aller chercher les fondements, à aller chercher l'histoire des idées économiques, à aller chercher donc le pourquoi. Si vous comparez le keynésien, l'approche keynésienne avec l'approche de Friedman, donc le protectionnisme étatique, l'approche keynésienne, donc c'est elle qui a fait naissance de l'interventionnisme étatique en économie. Alors l'approche du libéralisme qui a initié la privatisation des entreprises publiques, ainsi de suite. Donc c'est une nouvelle approche du marché. Donc l'école de Chicago, si vous entendez parler de l'école de Chicago en économie, je parle, donc dans les idées économiques. D'accord. Alors là, donc on peut comprendre que tout droit a une histoire, donc, a des soubassements,
a des idées derrière. Et pour comprendre, pour être donc dans l'analyse juridique, il faut chercher vraiment, il faut puiser dans les fonds, les fondements. On va voir par la suite les techniques de l'interprétation de la règle juridique pour le comprendre. Alors, droit interne et droit international sommairement. Donc, dans le droit international, on peut aussi parler du droit international privé et du droit international public. Bon, droit international public, on ne peut pas vraisemblablement parler de règles juridiques parce que c'est un consensus, ce sont des principes. Il y a des organisations internationales, l'ONU, la FAO, l'OMC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce sont en quelque sorte les institutions qui interétatique, pour ne pas parler international, donc interétatique, de compromis pour les règles dans les matières ou bien les attributions lui sont allouées, la Charte des Nations ONU. Il y a aussi des règles, donc des moyens d'intervention. Une chose à distinguer dans le droit international public, c'est que on n'a pas des instances, donc la règle de droit, cela n'est pas vraiment contraignante parce qu'on n'a pas des instances vraiment de puissance publique pour forcer les États à appliquer ces règles. On a des moyens subsidiaires d'embargo économique, diplomatique ou autre, mais généralement il n'y en a pas. Et il y a aussi le droit international privé. Qu'est-ce qu'on entend par droit international privé? Quand est-ce qu'on peut en parler? C'est lorsqu'il y a un élément d'étrangeté dans une relation. Alors un Marocain marié avec une Française, alors il y en a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'on va appliquer les règles du droit marocain ou bien les règles du droit français? Alors un Libyen qui achète une marchandise marocaine auprès d'un concessionnaire français. Alors, quel droit va-t-on appliquer? Alors, un Cubain qui est arrêté pour trafic de drogue en venant de la France au Maroc. Alors, quelles règles applique-t-on? Il est installé au Maroc, il est poursuivi dans son pays, donc on recommande son incarcération, son arrestation. Alors là, on est dans donc il y avait un ensemble de problématiques qui ont nécessité l'établissement d'un ensemble de règles. Alors, pour commencer, dans le droit international privé, il faut d'abord déterminer la nationalité. Et dans le droit international privé au Maroc, donc quelles sont les règles de la naturalisation et de l'acquisition de la nationalité marocaine? Auparavant, pour être marocain, il faut être né d'un père marocain. Votre maman est syrienne, vous êtes marocain. Votre maman c'est pas française, vous êtes marocain tant que votre père est marocain. Et il y avait beaucoup de Marocaines, des femmes, qui étaient mariées avec des Syriens, des Libyens, des Français, et leur enfant n'était pas marocain. Parce qu'on ne reconnaissait pas donc, à la femme d'octroyer la nationalité à son enfant. Maintenant, on a changé le texte et l'enfant d'une femme marocaine est marocain. Maintenant, donc, vous connaissez, je ne sais pas, Faria, donc un ex-feu. Faria, donc, il est mort. Donc, il était entraîneur de l'équipe nationale de 86. Je suis un peu vieux, donc il était naturalisé. Il a eu la nationalité marocaine par la suite. Alors, quelles sont les conditions d'avoir cette nationalité? Bon, maintenant, c'est plus facile de chercher d'avoir la nationalité. Donc, c'est la période de la green card. Bien. Vous postulez, non? Alors, de demander la nationalité américaine, quelles sont les conditions? Comment on peut devenir français? Et si on est marocain, est-ce qu'il y a possibilité de perdre la nationalité marocaine? Comment avoir la nationalité marocaine si je ne suis pas marocain? Je suis arrivé du Mali, je me suis installé ici, j'ai fait mes études ici, je travaille ici, je me suis marié ici, donc j'aimerais avoir la nationalité marocaine. Alors comment? Donc là, ce sont donc l'un des chapitres du droit international privé. Aussi, problème de droit international privé, on traite aussi le problème des conflits de loi. C'est une expression juridique, on parle de conflit de loi, ça veut dire quelle loi applique-t-on? On a parlé donc un mariage mixte entre Marocains et étrangères,
quel droit applique-t-on? Un commerce où il y a un élément étranger, quel droit applique-t-on? Alors là, donc il y a des règles selon les accords, il y a aussi le problème de l'exéquatur. Une décision qui est prise devant le tribunal en France, est-ce qu'il est applicable au Maroc? Alors là, on parle de l'exéquatur. Retenez l'expression. Alors, c'est le recours aux juridictions nationales pour l'application de décisions juridictionnelles prises dans un autre pays. Et là, on est dans un ensemble d'accords. Par exemple, on a parlé de l'exemple de la carte génétique. Alors, le Maroc, vu la spécificité du droit de la famille marocain, il n'applique pas directement et automatiquement les décisions des juridictions françaises. Et c'est vice-versa. Si le tribunal marocain décide du partage de patrimoine entre les enfants, donc on ne va pas appliquer ces décisions en France parce qu'ils ne reconnaissent pas cette différenciation entre garçons et filles. D'accord? Alors là, donc, ça dépend des accords. Mais en matière pénale, par exemple, donc il y a des accords. Donc, il y a l'extradition, donc l'exéquatur des décisions. Il y a aussi l'extradition. Un Marocain, un criminel marocain qui a commis un crime et qui se trouve maintenant en France. Est-ce qu'on peut demander son extradition? Oui, de l'arrêter et de le ramener au Maroc pour qu'il soit jugé. Alors là, il y a aussi des accords entre les pays pour ce qu'on appelle donc l'extradition en matière pénale. Il y a même l'Interpol pour des affaires pareilles. Alors, bon, interne et international, il y a un ensemble de matières du droit international privé. Donc en économie maintenant, on a tendance à outrepasser, surtout en droit du marché, cette tendance à exécuter les règles selon des règles bilatérales. On a tendance à adopter des règles applicables directement dans les États-nations. Alors la communauté européenne, donc à travers les directives de la Commission européenne et les règlements, c'est un règlement qui va s'appliquer directement devant les tribunaux de tous les États. Alors la directive, on recommande aux États d'harmoniser leurs droits avec la loi communautaire. Et maintenant, le Maroc, il estime l'ambition d'intégrer la CEDEAO. Et dans la CEDEAO, on a une institution qui est l'OHADA, l'Organisation de l'harmonisation du droit en Afrique. Et si on y intègre, on sera obligé de modifier, d'harmoniser notre droit national pour être conforme aux règles de l'OHADA. Alors là, donc, dans ces règles, donc le droit interne est fortement influencé par le droit international et il y a des branches de droit, un ensemble de principes d'application dans ces distinctions du droit international privé. Alors cela dit, on va s'arrêter là et la semaine prochaine on va entamer le chapitre des sources de la règle de droit. Et s'il vous plaît, encore une fois, lisez avant de venir. Comme vous l'avez remarqué, on est là pour débattre, pour comparer, et non pas pour simplement donner des informations. Et pour pouvoir suivre, il faut avoir déjà des idées sur les termes et les notions utilisées. Alors, bonne journée.